Chers internautes, bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du lundi 8 juillet d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour analyser cette actualité toujours aussi importante, je suis en compagnie d'un rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine on commence par la problématique de la sécurité avec un acteur qui veut se mettre à la notation, un acteur bien connu, qui est Moody's, qui est plutôt orienté marché financier, et qui se met à la notation des cyber-risques avec un acteur plus spécialisé qui est Team8. Exactement, alors vous avez dit déjà pratiquement l'essentiel. Alors l'agence Moody's, on la connaît bien, c'est l'une des trois grandes agences avec Fitch et Standard & Poor's, donc comme vous disiez, note un peu tout, les pays, les acteurs financiers. On a vu d'ailleurs, entre parenthèses, en 2008, les limites de l'exercice. Et puis elle s'associe avec un investisseur, Team8, pour justement développer un outil de notation du cyber-risque. Alors la sécurité, c'est clair qu'on en parle très régulièrement, et l'idée c'est essayer de trouver des bonnes démarches pour arriver à définir les bons niveaux de protection. Et donc l'idée c'est de... Et donc en fait, en général, il y a toujours deux approches. Il y a une approche technique, en gros, on va dire qu'en fonction des outils que vous utilisez, des procédures que vous mettez en œuvre, etc. Donc ça c'est l'approche plus technique, on va dire, et puis il y a une approche plus assurantielle. Donc en gros, c'est finalement quels seront les dégâts occasionnés. Enfin, c'est plutôt de ce côté-là qu'on se tourne. Et donc là, l'idée, puisqu'on a deux acteurs qui ont des profils un petit peu différents et qui couvrent un peu ces deux aspects-là, l'idée, c'est essayer de faire un peu la fusion entre ces deux approches pour arriver à une approche qui soit, je dirais, plus synthétique et en tout cas donne une meilleure représentation de cette notion de cyber-risque des entreprises. Et évidemment, après, je suppose que... Alors après, évidemment, on se pose le problème de savoir qu'est-ce qu'elle va en faire. Oui, c'est public, c'est privé, c'est vendu aux assurances. Qu'est-ce qu'elle va en faire? En plus, est-ce qu'elle sera jugée partie, comme ça c'est déjà vu? Donc ça pose un certain nombre de problèmes. On n'en est pas là, on en est à la définition de ce cyber-risque, et donc on verra bien ce que cette approche donnera, et on aura certainement l'occasion d'y intervenir assez rapidement. Très bien, suite au prochain épisode. L'autre sujet, c'est l'un des fameux trois clouds publics qu'on connaît tous maintenant, qui est Azure, avec une petite remarque intéressante. Quel est le premier OS sur Azure? Eh bien, c'est pas Windows. Et non, et c'est Linux, comme on pouvait ne pas s'y attendre, mais en tout cas, c'est effectivement, c'est une info qui est sortie. Bon, c'est un peu anecdotique, mais enfin, ça montre quand même une tendance assez forte. Donc, Microsoft Azure, Azure, c'est le cloud public de Microsoft. On pourrait s'attendre à ce que ça tourne principalement sur Windows Server, avec par exemple, de Windows Server. Et en fait, non. La réalité, c'est que le mouvement, alors, on sait d'où vient Microsoft, d'un côté open source. On sait que depuis que Satya Nadella est au règne de Microsoft, ça a beaucoup changé. Et là, sur le cloud, puisque c'est quand même... Bon, ça date de quelques années, c'est pas si ancien que ça. Linux a monté en puissance depuis 2 ans, et aujourd'hui, la majorité des instances qui tournent sur Azure, ce sont des instances Linux. Donc, c'est quand même quelque chose de significatif. Il y a même des programmes de sécurisation de terminaux dans le domaine de l'Internet des objets qui sont des applications Microsoft qui utilisent Linux. Donc, tout ça fait que Linux est en très forte progression sur Azure. Et une précision intéressante, c'est qu'il y a 8 distributions Linux qui sont disponibles sur Azure. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Microsoft lui-même ne pourrait pas proposer sa propre distribution Linux et donc à terme concurrencer un Red Hat ou un genre d'acteur. Et alors, que ferait-il de Windows Server? La question reste posée. Enfin, on en est oui, pas c'est là. encore des spéculations. On en est très loin, mais en tout cas, c'était quelque chose de significatif. Dans le monde Microsoft, Linux est très présent. Très bien. Alors, on reste toujours un peu dans l'infrastructure. On parle d'HPE, dont c'était la grand-messe annuelle il n'y a pas très longtemps, et qui nous met InfoSight, j'allais dire, à tous les étages. Alors peut-être rappeler ce qu'est InfoSight, parce que je ne suis pas sûr que nos lecteurs... Donc, effectivement, on avait reçu Christian Laporte, qui est chef de produit stockage chez HPE. Donc, on rappelle, HPE a racheté Nimble en 2017. Et en fait, Nimble, c'était un fournisseur de baies de stockage hybride et flash. Et donc, ils ont racheté ça, bien sûr, qui, évidemment...
HPE avait déjà sa propre solution de stockage. 3 parts. Mais l'intérêt de cette solution, c'était InfoSight, qui est une solution d'intelligence artificielle qui permet de faire du prédictif et donc du prédictif sur les systèmes eux-mêmes. Donc évidemment, les solutions Nimble intégraient cette solution, ça c'était clair. Et donc HPE avait annoncé clairement qu'en gros, il réutiliserait, ce qui d'ailleurs était le principal intérêt peut-être du rachat de Nimble, pour une valeur de $1 milliard. Donc c'est quand même pas négligeable. Et donc déclinerait cette solution d'intelligence artificielle prédictive sur l'ensemble des systèmes matériels HPE. Et c'est quasiment fait, donc sur les ProLiant, sur les synergies, sur les SimpliVity. On se souvient que HPE avait racheté SimpliVity, donc le numéro 2 de l'hyperconvergence, donc il l'a fait là-dessus, sur 3 parts qui s'appellent Primera maintenant. Donc quasiment aujourd'hui, toute la gamme bouclée, toute la gamme a été équipée d'InfoSight. Et donc pour HP, c'est évidemment, c'est je dirais, c'est la concrétisation de ce rachat qui a été fait il y a 2 ans, et ça s'est fait finalement assez rapidement. De 2 ans pour l'échelle de l'infrastructure. Bon, je ne connais pas les détails techniques pour cette mise en œuvre, mais en tout cas, ça a été un programme qui a été fait assez rondement rapidement. mené, on va dire. Voilà. Très bien, on parlait de cybersécurité tout à l'heure. Un des évidemment problématiques en matière de sécurité, c'est les mots de passe. Et évidemment, une étude récente faite par le fournisseur Okta nous confirme que c'est évidemment un des gros soucis. Oui, en alors matière bon, de clairement, sécurité. on le sait d'ailleurs, je ne sais pas si vous-même vous le vivez, mais les mots de passe, c'est un vrai cauchemar. On le vit quasiment au quotidien. Alors on le note sur un petit papier qu'on a évidemment perdu. On note tous ces mots de passe sur un beau cahier, mais le cahier, on ne sait plus ce qu'on en a fait. Donc c'est un vrai casse-tête. On évite le post-it quand même. Oui, le post-it qu'on colle le mule derrière. Et donc là, cette étude montre que effectivement les Français sont très réfractaires aux mots de passe, et malheureusement il n'y a pas encore beaucoup de solutions pour. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans cette étude, finalement, ils ne font pas très confiance aux biométriques, alors qu'on pourrait penser que finalement c'est une voie d'avenir. Et ils ne font pas également confiance à leurs entreprises pour conserver leurs données et leur garder le caractère de données privées, de les sécuriser. Donc c'est quand même un petit peu inquiétant. Alors les solutions à venir, il y en a, Okta en fournit, il y a d'autres fournisseurs qui proposent des solutions pour pallier un peu cette complexité liée à l'utilisation des mots de passe. Il n'y a pas encore de solution miracle. On aura donc l'occasion, et on sait, tous les ans, on fait la liste des mots de passe qui sont les plus utilisés par les Français. Et malheureusement, on risque encore d'avoir 3, 4, 5, 6 ou ABCDE. Et il y a football, je crois, il me semble, dedans. Bon. Très bien, on continue pour ce passage en revue rapide de l'actualité. On reparle de Huawei, et finalement avec une marche en arrière de Donald Trump, j'allais dire, c'est pas nouveau. Mais peut-être, finalement, c'est peut-être trop tard, le mal est fait, peut-être, non ? Alors le mal est fait, est-ce que en fait finalement Huawei s'est introduit dans la bergerie? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Non, ou le doute est installé? Oui, alors effectivement, Donald Trump avait annoncé il y a quelque temps le fait que donc il interdisait, sans d'ailleurs préciser, et là il ne le précise pas non plus, savoir si c'est Huawei infrastructure 5G, si c'est Huawei smartphone ou si c'est Huawei en général. Il interdisait le fait que Huawei puisse vendre ses technologies aux États-Unis, sachant que c'est un sujet dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Les Anglais étaient un peu mitigés, les Belges et les Allemands avaient montré que finalement il n'y avait pas de problème. Donc pour l'instant il n'y avait pas de front commun contre Huawei. Quant aux Français, Orange est déjà un peu partenaire de Huawei, donc impliqué dans l'affaire. Et donc suite à cette annonce faite il y a quelque temps, Google avait annoncé qu'il ne fournirait plus Android, ce qui n'était pas très gênant sur le marché local, mais très gênant pour Huawei sur le marché européen, par exemple, que Broadcom et Qualcomm ne pourraient plus fournir les puces à Huawei. Donc ça mettait quand même effectivement en péril et en difficulté finalement des deux côtés. Et puis là, vous avez noté qu'il y avait eu le G20, que Donald Trump a vu son ami Xi, et donc tout est arrangé, et donc il a décidé que finalement on efface tout et on recommence jusqu'à nouvel ordre. Donc on reprend
relation commerciale avec Huawei, comme si de rien n'était. Mais comme vous le dites, effectivement, cet épisode, finalement, je ne sais pas si on peut faire ce genre de choses sans que ça laisse des traces. Donc, ça veut dire que les uns et les autres vont sans doute être... Ça met quand même un doute sur l'acquisition de terminaux. Absolument. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on avait bien vu que ces annonces avaient eu un impact sur les ventes de terminaux Huawei en Europe. Bon, ça concerne Huawei. Les gens, ils peuvent acheter autre chose, c'est pas très grave. Mais en tout cas, c'est une évolution, enfin un retournement dont on a un peu l'habitude avec Donald Trump, mais c'est quand même un peu surprenant. Très bien. Alors le sujet de la semaine dit, vous en avez parlé il y a quelques secondes, Broadcom, un fabricant de puces bien connu, et qui s'attaque à Symantec, éditeur de logiciels de sécurité non moins connu. J'allais dire qui est un peu en difficulté quand même, Symantec. Oui. Ça fait quelques années que entre les rachats, les cessions de Veritas, j'ai un peu l'impression que ça flotte un peu. Alors, donc des annonces de ce type-là, c'est le deuxième fournisseur de semi-conducteurs qui rachète un acteur de sécurité. Donc Intel avait racheté McAfee, vous vous rappelez, en 2011. Oui, ça n'a pas été un grand succès d'ailleurs. Ça n'a pas été un grand succès. Donc on peut se reposer la question, est-ce que ça va être un grand succès? Ça, c'est la première chose. Maintenant, l'histoire de Broadcom est quand même très compliquée parce que, ça a été fait c'est des rachats successifs. Oui. Je ferai un jeu de mots facile de briques et de broc, mais bon. Oui. Alors finalement, Broadcom, au départ, c'est une activité qui était chez HP. Donc c'était une activité semi-conducteur chez HP. Alors je la fais courte parce que ça pourrait être très long. Donc créée en 1961, qui est devenue Agilent. Agilent est sorti de HP. Oui. Et a été racheté par un fonds d'investissement et est devenu Avago. Avago s'est introduit en bourse et c'est là où Avago, en 2015, a racheté Broadcom. Donc c'est ça, la société. Et donc elle a eu l'intelligence de reprendre le nom de la société qu'elle a acheté, Broadcom. D'ailleurs, c'est un épisode qu'on avait connu avec TT, pareil, qui s'était fait racheter et la société avait repris le nom TT parce qu'il était plus connu. Donc elle a repris le nom Broadcom. Donc ce qui montre déjà que l'historique de cette société n'est pas un long fleuve tranquille, n'est pas très linéaire. Et puis donc, on rappelle, comme on vient de dire, l'association précédente entre, finalement, on ne va pas dire la carpe et le lapin, mais c'est vrai qu'on se pose quand même des questions de l'intérêt de racheter un acteur de sécurité. Alors à l'époque d'Intel, on avait dit oui, mais on va mettre de la sécurité directement dans les puces, et puis finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a fait pchit, comme dirait l'autre. Exactement. Et puis, Broadcom n'en est pas aussi à son premier achat. Alors c'est pas encore fait, donc ça n'a pas été finalisé, mais Broadcom a racheté Brockhead il n'y a pas très longtemps, donc ça on peut le concevoir, on peut avoir la commutation. Et alors là, plus difficile à comprendre, avait également racheté CA Technologies il y a quelques temps. Donc là, on pouvait éventuellement aussi se poser des questions. Donc c'est pas fait, et puis même si ça se fait, on a encore quelques doutes sur le bien fondé de cette acquisition. On est de l'ordre de 15 milliards de dollars, donc là c'est pas... Oui, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, donc voilà la situation, et quand ça sera fait, on attendra avec intérêt les explications de Broadcom sur l'intérêt du rachat de Symantec. Bon, écoutez, suite à la rentrée, pour le coup, sûrement. Et puis, pardon, on conclut sur le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, là c'est plutôt un coup de gueule. Et on parlait de Huawei, on en reparle, avec Jean-Louis Bourlou, qui fait un aller-retour, finalement, à la présidence du conseil d'administration de Huawei, et qui revient, j'allais dire, à un moment où, quand même, le constructeur chinois... Huawei France. Huawei France, bien sûr. Le constructeur chinois est un peu... Oui, alors c'est vrai qu'on peut se dire... On peut se poser des questions, enfin dire pourquoi, à un moment, comme vous le dites, où Huawei est en difficulté, il n'est pas nouveau, il était déjà au conseil d'administration, donc là il devient président du conseil d'administration, et en gros, c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère. Exactement. D'ailleurs, galère, entre parenthèses, effectivement, un peu galère, mais finalement, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir faire jouer son carnet d'adresses, il va essayer de vendre la crédibilité de Huawei auprès des acteurs, des institutionnels français. Enfin, il y a quel titre en plus parce que... Oui, bon, on va pas parler... Mais là, je pense que le contenu, c'est-à-dire la technologie, n'a pas d'intérêt. C'est plutôt Huawei en tant qu'acteur économique en difficulté sur un territoire et donc va trouver un appui politique qui a, lui, un réseau important. Donc là, un mélange des genres qui est un peu... très bien, on conclura là-dessus. Et puis, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.
Et on se retrouve pour une prochaine édition d'Informatique News Hebdo. A très bientôt. Merci.